mais la condition de l'animal. Mais là, on tombe sur le type de débat qui divise profondément la société, mais qui la divise de manière très inégale. Comme sur les éoliennes, finalement, on a une large partie de la population qui n'est pas concernée, qui va être contre. Et puis ceux qui sont concernés vont être plutôt, là, en tout cas dans le cas des corridas, favorables à la corrida. On a 77% dans un sondage de l'IFOP de février 2022, 77% des Français qui seraient contre. Mais dans les villes taurines, on est à 72% des habitants qui sont pour. Et pour les éoliennes, on a le même problème, je le compare aux éoliennes, parce que c'est les urbains qui sont pour et les ruraux qui, eux, voient les conséquences que ça peut avoir pour eux, qui sont contre. Et c'est toute la difficulté de ce genre de débat, c'est que finalement, c'est les gens qui ne sont pas concernés qui essayent d'imposer à un plus petit nombre, finalement, leurs décisions, leur façon de voir la vie que les autres devraient avoir. Et là, ça pose question, et ça pose d'autant plus question dans le tempo politique, puisqu'on est dans une période qui est compliquée pour beaucoup de Français sur beaucoup de points, et c'est perçu, ce type d'imposition, en tout cas de débat idéologique, comme une façon de venir imposer des attaques sur un mode de vie, alors qu'aujourd'hui, les Français sont préoccupés déjà par leur survie pour pouvoir finir les fins de mois, pour pouvoir réussir à pouvoir à garder leur travail, à pouvoir payer les factures, etc. Et donc on a des Français qui sont pris un peu attaqués de tous les côtés, sur leur économie, sur la capacité à vivre, et puis là, sur leur identité. Et là, ça ne va plus. Les gens ne sont plus capables de faire face à tout ça. Et sur Terre, 321 millions, c'est pas énorme, Marion Parizet. Ça, c'est la conséquence évidemment de la colonisation française. Il y a encore des pays, notamment sur le continent africain, qui parlent français. Mais force est de constater qu'on l'enseigne beaucoup moins. Et surtout que ces pays promeuvent beaucoup moins la langue française. Promeuvent beaucoup moins, et on a beaucoup de pays qui ont la langue française parmi leurs langues nationales, mais qui ont aussi des difficultés à avoir un service d'éducation qui touche toute leur jeunesse, parce que c'est des pays avec une très forte démographie, avec des services publics qui ne sont pas adaptés à l'échelle de la démographie. Donc, dans ces systèmes-là, on a aussi parfois des compétiteurs stratégiques, comme on peut le dire, qui prennent la place de la France, ou qui tentent en tout cas, en remplaçant les services publics, notamment, il faut le dire, les pays arabes ont une grosse politique étrangère, notamment à travers des axes religieux, pour enseigner aussi, pour pouvoir promouvoir une forme d'éducation, justement dans ces pays où le service public n'est pas suffisamment présent, et remplace de facto un petit peu le français au fur et à mesure. Mais derrière tout ça, on a dans ces pays, malgré tout, un changement qui est plus profond, et qui n'est pas simplement vis-à-vis de la francophonie, il me semble, mais qui est vis-à-vis de l'ordre tel qu'on l'avait pensé à la deuxième moitié du XXe siècle, et qui est en fait la fin des hégémonismes tels qu'on l'a conçu, la fin de l'hégémonisme américain, la fin de l'hégémonisme des anciennes colonies dans leur ensemble, et qui aujourd'hui, ces pays sont plutôt en appel ou en demande d'une mise en concurrence de leurs partenaires. Et c'est pour ça qu'ils font appel aussi à la Russie, à la Chine, aux autres partenaires. Ça ne veut pas dire, de mon point de vue, nécessairement que la France est forcément rejetée en bloc, mais il faut penser différemment. On a toujours pensé comme dans un esprit où on était le partenaire principal de ces pays-là. Or, aujourd'hui, on n'est pas l'unique partenaire. Et ça demande de réviser notre manière de penser, de réviser notre façon de concevoir. Qu'est-ce qu'on a à apporter sur la table ? Qu'est-ce qu'on a comme capacité d'attractivité ? Et notamment à travers la francophonie, parce que c'est une question de langue, c'est une question de culture, c'est une question aussi d'économie, parce que derrière, on a aussi la principale économie du monde, pratiquement, avec ces réseaux de francophonie. Est-ce que la France, dans cette affaire, s'est ridiculisée ? De mon point de vue, c'est un camouflet pour Gérald Darmanin, qui avait tenu une position de très moraliste vis-à-vis de l'Italie. Et alors, vous parlez de politique politicienne, je suis désolée, vous défendez le gouvernement, c'est tout à fait normal de votre part, mais aujourd'hui, la politique politicienne de l'Italie, c'est quoi ? C'est Giorgia Meloni qui a été élue alors que le nombre de personnes étrangères sur le territoire italien a été multiplié par 5 en 20 ans, que le niveau de vie des Italiens... Mais elle s'exonère du droit maritime, elle s'exonère du droit international. Depuis le début des années 2000, et qu'aujourd'hui, en effet, on a dit qu'on allait accueillir ces quelques centaines, enfin ces moins de 200 migrants, mais derrière, l'Italie, les mêmes jours, avait accueilli plus de 600 de souvenirs parce qu'il y avait d'autres bateaux
dans les eaux méditerranéennes. Alors vous dites qu'ils auraient eu plus de moyens, mais quel plus de moyens? Aujourd'hui, l'Italie, le ministère de l'Intérieur italien dit qu'il y a eu plus de 85 000 personnes qui sont arrivées depuis le début de l'année sur les côtes italiennes. Ce n'est pas normal que l'on se défausse à chaque fois sur nos voisins pour dire voilà, on n'a pas réussi, mais les autres auraient fait mieux. C'est le droit international, c'est le droit maritime, c'est ça la vérité. On a aussi un certain nombre d'ONG qui, en l'occurrence, utilisent, en tout cas de manière assez pragmatique, se tournent plutôt vers l'Europe quand il s'agit de pouvoir déposer les migrants qu'ils secourent en mer, parce qu'il y a derrière une idéologie qui est de se dire que les pays d'Afrique du Nord, par exemple, ne seraient pas forcément suffisamment respectueux des droits humains pour pouvoir accueillir ces mêmes migrants. Alors, on est vraiment pris entre le marteau et l'enclume. Et pour le coup, la politique politicienne, moi, je la vois beaucoup du côté des ONG, qui est même une politique idéologique de ce que je vois. Oui. La vérité, c'est qu'elle a voulu faire un coup politique, Madame Meloni. Et elle s'est bien rendue compte que ce coup politique, elle pouvait le faire. Si vous considérez que l'Italie gère si bien les migrants qui arrivent sur le territoire, pourquoi l'une des réponses à cette opposition de l'Italie à accueillir ce dernier bateau a été de dire qu'on allait renforcer les contrôles à la frontière avec l'Italie? C'est qu'il y a bien un problème. C'est que derrière, le traitement n'est pas suffisamment bon et la répartition au sein de l'Union européenne n'est pas suffisamment bonne ou bien traitée pour qu'il n'y ait pas de mouvements illégaux à travers nos frontières. Là aussi, il y a des dysfonctionnements de la justice. On a une justice qui a du mal, qui avait historiquement du mal à s'approprier ce sujet, déjà parce que c'est un sujet, même pour les victimes, qui est extrêmement compliqué. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites quand même pour sensibiliser les policiers à la prise, au dépôt de plainte, le système judiciaire pour justement prendre en compte la sensibilité des victimes dans ce genre de cas. Malgré tout, on reste dans des cas qui sont difficiles à traiter. C'est souvent parole contre parole. C'est très difficile d'avoir des preuves. C'est très difficile de pouvoir avoir finalement des sanctions qui soient appliquées in fine, alors que les actes, pour le coup, les victimes, elles en souffrent. C'est pas juste une fois. Ça dure parfois toute une vie. Et ça, malheureusement, c'est très très difficile de le traiter dans son ensemble. Il y a du mieux, mais on n'y est pas encore. On a aussi des moyens de la justice qui sont de toute façon surchargés, qui ont parfois du mal à traiter ces cas-là en particulier. Et encore une société où ça reste un vrai problème. Là, la multiplication par 2 des chiffres, on peut s'interroger sur les causes réellement de cette multiplication. Il peut y avoir une partie déjà du fait que plus de personnes se sentent légitimes à aller déposer plainte. Et ça, il faut prendre en compte, parce qu'avant, il pouvait y avoir une vraie charge contre les victimes, de se dire, assumer de se reconnaître comme victime d'un acte tel, ce n'est vraiment pas évident. Et puis derrière, il y a aussi, peut-être aussi, un reste dans la culture et qui est accentué aussi, je pense, il ne faut pas le négliger, qui n'est pas également réparti dans la population. On peut avoir certains groupes où c'est particulièrement marqué. Le fait, on le voit dans des pays en Inde par exemple ou en Chine, où le fait qu'on ait des décalages entre des générations où on a plus de jeunes hommes par rapport aux jeunes femmes, la frustration sexuelle, il faut le dire, c'est une des causes principales des violences envers les femmes. Et aujourd'hui, si on prend le cas... On a beaucoup de cas qui sont des faits divers sur des agressions sexuelles qui sont liées à des personnes étrangères en situation souvent irrégulière. Il faut aussi un peu le mettre en perspective par rapport à ça. Parce que c'est lié à des aspects culturels et une frustration personnelle. Mais c'est vrai qu'il y a... Avez-vous le sentiment, Marion Parizé, que le mouvement MeToo, puisque finalement ça semble être le socle de ce mouvement, de ces émanations et de toutes ces associations, a fondamentalement changé le visage de notre société? Je trouve qu'il y a eu un vrai changement sur la façon dont c'est pris en compte. Tout n'est pas encore gagné et les excès inverses sont aussi à dénoncer. Et je pense que c'est un peu ce qui est pointé dans les mentions que vous faisiez sur les discours politiques qui défendraient soi-disant les agresseurs. À moins que ces associations accusent les politiques eux-mêmes quand ils sont impliqués dans des affaires. Mais là, en l'occurrence, dire que les politiques défendent les agresseurs... Qui ont défendu, et ça a été très mal reçu, des personnes qui ont défendu
des personnalités politiques avant même qu'il soit clairement fait état de ce qui a des faits dans les cas en particulier. Et c'est bien ça la difficulté. Donc on a encore des cas où on voit que c'est parfois difficile de savoir où se situe exactement la parole des femmes dans cette histoire. Est-ce qu'on l'écoute réellement ou est-ce qu'on rentre après dans des jeux de pouvoir qui sont ceux qu'ils sont, où ça peut être instrumentalisé dans un sens comme dans l'autre. Mais il faut que ça puisse ruisseler surtout tout en bas pour que, au-delà des cas des personnalités, le cas de n'importe quelle femme puisse être pris en compte. Il y a une forme d'hypocrisie tout de même, puisque l'alcool est distribué dans ce pays, donc le Qatar, pays musulman, dans certains hôtels, dans certaines hospitalités et dans les loges. Non, c'est un effort même qui a été fait ouvertement de la part du Qatar pour justement agrémenter les cultures autres que les cultures arabes. Mais en plus, on peut se poser la question de pourquoi cette interdiction justement dans les stades et autour. Et il y a la question de la sécurité. Parce qu'on sait légitimement que des gens alcoolisés, c'est plus difficile à gérer. Et notamment des supporters qui seraient un peu chauds et qui auraient envie d'en venir aux mains si le résultat ne tombe pas en leur faveur. Et c'est important. Pourquoi on parlait justement du déplacement de Gérald Darmanin. J'ai envie de dire, ça fait un bon parallèle. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité pour des grands événements sportifs, la question va se poser à Paris pour les JO 2024. Là, on a un pays qui se trouve sous pression internationale pour réussir son événement, pour afficher la meilleure image possible, justement parce que tout le monde a les yeux braqués sur eux avec des attentes en plus qui sont particulièrement élevées du fait des questions écologiques, des questions de respect des droits de l'homme, etc. Ils doivent à minima assurer la sécurité. Et moi, je pense que Gérald Darmanin, j'espère qu'il est en reconnaissance aussi pour savoir comment on assurera en 2024 la sécurité des Jeux Olympiques. Parce qu'on aura le même problème. Tous les regards seront tournés vers la France pour savoir est-ce que la France est encore capable d'accueillir des grands événements internationaux et d'assurer la sécurité de tous ceux qui veulent venir partager un moment de convivialité et un moment de bon enfant, en fait, de partage de ce que sont les valeurs du sport. Et ça, c'est un gros enjeu pour la France aussi. On est quand même dans une situation très paradoxale. Interdire un brassard, est-ce qu'on est directement sur de l'homophobie ? Déjà, ça se discute en tant que tel. C'est un sujet. C'est le refus d'un symbole politique, c'est le refus de la communication autour de ce sujet, à défaut d'être directement de l'homophobie. Mais en soi, on peut se poser la question de la portée de ce geste. Alors certes, en effet, on choisit de dire qu'on est pour la défense des droits, de l'égalité, en tout cas des droits des personnes homosexuelles, et d'empêcher sa criminalisation. Mais au-delà de ça, si on souhaitait vraiment s'opposer à ce que l'homophobie soit criminalisée ou à ce que des personnes immigrées meurent dans la construction de stades, il ne fallait pas envoyer d'équipe de France, tout simplement. Exactement. Et ça, c'est un geste politique fort. Le brassard, au final, c'est de la communication. Alors certes, ça donne un petit côté... C'est un peu de la bonne conscience, j'ai l'impression, de notre côté. Est-ce que cela veut dire que, Marion Parizet, dans ces quartiers-là, la République du trafic est installée de manière irréversible ? Irréversible, il ne faut pas le souhaiter, encore heureux, mais en tout cas, c'est là où ça devient très compliqué de déraciner un réseau, c'est qu'à partir du moment où finalement chacun adapte son comportement parce que il faut bien vivre. Pour les gens qui habitent dans ces barres d'immeubles, il faut bien aller au travail, il faut bien rentrer chez soi, et que c'est très difficile de lutter contre ça, et que la police et que les moyens de la justice ne sont pas au niveau. Oui, en effet, tant qu'on ne mettra pas les moyens de sanction, on ne pourra pas reprendre le contrôle de ces zones-là. Et ce qui m'inquiète quand je vois des faits divers comme cela, c'est de me poser la question, est-ce que Rennes sera le prochain Nantes au final ? Parce que Nantes, la situation a complètement dérapé et est allée jusqu'à prendre le centre-ville, en tout cas les violences ont débordé jusque dans le centre-ville. Là, à Rennes, on est encore sur certains quartiers un peu périphériques, mais à Caen, ce sera dans le centre.